Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va voir pas mal de choses et on va parler de DeFi et compagnie. Un peu d'assurance, j'ai trouvé des choses assez sympathiques à raconter par rapport à ça. Salut à tous ceux qui sont déjà là, j'espère que vous allez bien. Et je sais pas si ce sera récurrent, mais j'ai une petite idée, c'est de faire une petite séquence, vraiment un fun fact, un truc que j'ai découvert dans la semaine qui m'a fait marrer, exclusivement comme ça pour ceux qui sont au début du live. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on est là pour tester des choses. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous connaissez sûrement PancakeSwap. Mais il y a un truc qui est marrant que je savais pas, c'est son émission. Alors, à chaque bloc, donc c'est comme pour Bitcoin, hein, sur la blockchain, on va créer des Bitcoins à tous les blocs. Là, sur la Binance Smart Chain, on va créer des cakes à tous les blocs. Et à chaque bloc, c'était 40 à l'origine, 40 cakes qu'on créait. Je savais que ce nombre était réduit au fil du temps. Maintenant, on est autour de 1375. Mais il y a vraiment un truc marrant derrière ça, c'est que en réalité, certes, il y en a 14 qui sont vraiment mis en circulation, mais il y en a quand même 40 qui sont créés. Comment dire, le smart contract, vraiment le truc qui permet d'émettre les cakes, il peut pas être changé par rapport à ça, il peut pas être mis à jour, et du coup, il est forcément obligé de créer 40 cakes. Et pour baisser du coup ce nombre, pour baisser l'émission, il triche un petit peu PancakeSwap et il fout 26,25 cakes qui sont créés sur une adresse et il les burn toutes les semaines. Voilà, il les retire de la circulation. C'est marrant, je savais pas ça, bon... Je suis pas sûr que ça change grand chose dans votre vie, mais voilà, j'avais envie de tester un truc. Là, je suis sur l'Ethereum sur TradingView. J'ai pas choisi l'Ether pour rien. La semaine dernière, alors si vous avez pas vu le live, il y a la rediff sur la chaîne Crypto Future Live. J'avais montré une stratégie à base de prêts et d'emprunts sur de l'Ethereum notamment, enfin j'avais donné un exemple avec l'Ethereum et j'avais dit que c'était une stratégie hyper efficace quand on avait un marché stable et voilà, a posteriori, on peut voir que depuis la semaine dernière, l'Ethereum est resté relativement stable depuis une semaine, il a même légèrement augmenté, donc voilà, je suis plutôt content d'avoir montré ça la semaine dernière. Bon, ça veut pas dire que je suis un génie, que je sais timer le marché, mais voilà, là on a eu le temps de digérer quand même Celsius, l'UST, d'ailleurs l'UST n'est pas totalement digéré sur certains aspects, on en reparlera un petit peu plus tard. Enfin voilà, là il s'est passé tellement de choses, le marché a besoin d'un petit peu de temps pour digérer tout ça, et je pense sincèrement, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, c'est juste mon avis, je peux très bien me tromper, mais je pense que là on est parti pour plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines de latéralisation, il va pas se passer grand chose je pense. Et j'ai juste vu un petit message avant vraiment de passer sur les sujets sérieux. Je setup tout ça, je vous augmente un petit peu le son. J'ai fait une petite vidéo un peu troll, un peu marrante. J'avais envie de la partager parce qu'elle est sympa. Aqui na Rede Independência está mostrando com exclusividade, só aqui é que você vai ver, em nenhuma outra televisão, é grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso para mim é uma vadia, a senhora para mim é uma vadia, eu tô louco. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Como é que pode uma mãe, sua vagabunda, vagabunda, tá? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, j'ai fait ça. J'ai trouvé ça marrant. MDR, j'ai envie de rigoler, mais je suis dans le même cas que lui. Et on va parler d'un sujet hyper important, ça fait 2-3 semaines que je le tease, c'est les bridges. Comment on passe d'une blockchain à une autre, pourquoi on fait ça, comment on le fait, comment on optimise ça, bref, il y a pas mal d'aspects à voir derrière tout ça. Pour moi c'est dommage, mais avec la régulation, la DeFi est morte. C'est comme si tu disais qu'on peut pas échanger des choses illégalement sur internet. Il y a toujours un moyen de contourner les règles. Alors, bon, c'est clair que s'il faut aller sur le darknet pour utiliser la DeFi, il y aura quand même pas grand monde dessus, je pense. Mais moi, je vois pas la régulation comme quelque chose de mauvais. La DeFi, ça veut pas essayer de concurrencer la finance traditionnelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est à côté. C'est un nouvel outil, en fait, qu'on a dans la finance tout court. Et je pense pas que la régulation va tuer la DeFi. On verra bien quand Mika va passer. Il va sûrement se passer des choses, mais bon. Et je vous prescris un cachet de y'aura rien matin, midi et soir jusqu'au prochain bull run. On va se dire jusqu'à 2024 et ça devrait bien se passer. Voilà. Quand vous avez de l'argent sur Binance, vous devez savoir que votre argent est centralisé entre guillemets. Il ne vous appartient pas.
C'est-à-dire que c'est sur les clés privées de Binance, c'est pas sur les vôtres. Donc si jamais Binance ils sont hackés et qu'ils perdent leurs fonds, vous pouvez potentiellement perdre les vôtres. On a eu plusieurs cas de plateformes qui se sont fait hacker et qui ont remboursé les utilisateurs, mais il y a aussi eu des cas de plateformes qui se sont fait hacker et qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu peut-être même rembourser leurs utilisateurs. Donc quand vous êtes sur des plateformes centralisées, il y a un risque. Quand vous êtes sur la DeFi, il y a un risque aussi. Bref, il y a des risques dans tous les cas. Quand on est sur des plateformes centralisées et qu'on a tendance à faire des choses pas légales, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, à tout moment, votre compte peut se faire geler. Même si vous ne faites pas de choses illégales d'ailleurs. Votre compte peut se faire geler si jamais il y a une grosse autorité qui demande à Binance oh, il se passe des choses cheloues sur ce compte-là, vous devriez geler ce compte. Voilà, en dehors de Solana et Elrond, globalement, toutes les blockchains sont sur MetaMask. Il y a un autre wallet qui est un peu mieux encore que MetaMask, je trouve, c'est Rabby. On peut le télécharger ici en allant sur dbank.com. L'avantage de Rabby par rapport à MetaMask, c'est qu'il est pas con en fait. Je commence bien le truc. MetaMask, quand vous avez des cryptos sur votre portefeuille, parfois vous les voyez pas en fait. MetaMask, il va pas avoir l'idée de les actualiser. Alors que quand vous avez des cryptos sur votre portefeuille Rabby va vous dire ah vous avez des USDC, ah vous avez des USDT. Donc c'est un avantage de Rabby. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire dessus. Faut vraiment que je fasse un tutoriel sur ce wallet. Bon, je vais pas vous faire de démonstration sur comment on retire des cryptos sur un wallet. Je vais partir du principe que vous savez le faire, que vous savez éventuellement même interagir déjà avec des applications décentralisées. Bon, si c'est pas le cas, je suis d'accord, vous allez être un petit peu perdu. PancakeSwap par exemple, je pense que c'est quelque chose qui parle à pas mal de monde. C'est un site sur lequel on peut se rendre et on peut échanger des cryptos contre d'autres cryptos. Et là, on peut pas se connecter avec Binance, avec FTX. On se connecte vraiment avec un portefeuille comme MetaMask. Mais PancakeSwap, c'est que sur la Binance Smart Chain. Et en ce moment, sur la Binance Smart Chain, on a des intérêts, bon, à part peut-être, si vous allez sur un truc hyper obscur, peut-être que vous pouvez me trouver des intérêts hyper élevés. Mais globalement, si vous allez sur PancakeSwap, c'est pas stake only, on va trier par liquidité, voilà. Pour avoir vraiment les grosses cryptos, un peu moins d'1%, 1,56, je crois qu'un peu plus bas, voilà, on a 1% et je crois qu'on a le DAI aussi quelque chose. Voilà, DAI BUSD dans les 1, voilà, globalement on n'a pas beaucoup. Hein. Vous aurez peut-être envie de vous dire, ah moi mes stablecoins, ils sont sympathiques, ils sont dans mon portefeuille, mais ils me font pas assez d'intérêt. J'ai envie d'aller les faire travailler ailleurs, un endroit pas forcément ultra risqué, mais qui pourrait payer mieux. Et il y a plein d'outils qui peuvent vous servir pour faire ces recherches. Qu'est-ce qu'on a? On a coindix.com. Coindix.com, je l'avais montré la semaine dernière, c'est développé par des Français, c'est super sympa. Ça vous permet de trouver les meilleurs rendements sur un protocole, une blockchain, quelque chose en particulier, ce que vous voulez. Si j'essaie de trouver un truc relativement safe, mais plus élevé qu'1%, donc ça va pas être très compliqué. On va partir sur le MyUSDC sur Polygon. Là, on n'est plus sur la Binance Smart Chain, on est sur la blockchain Polygon. Donc le MAI, c'est un stablecoin. Je suis pas un grand fan de ce stablecoin, mais il faut dire ce qu'il est. Pour l'instant, depuis qu'il existe, il est relativement stable. Je crois pas qu'il ait eu trop d'écart. Il y a le MIM, il y a pas très longtemps, qui a fait un très gros écart. Oh bordel, Asher qui lance le raid avec 627 viewers. Waouh, c'est énorme. Merci beaucoup Asher. Merci beaucoup Owen, ça me fait énormément plaisir. Il a fait des petits écarts, la plupart des stablecoins ont fait des petits écarts, voire des gros écarts si on regarde les niveaux records. Mais bon, ça je pense que ça n'a pas duré des semaines non plus. Hein. Le MAI il a pas été pendant des semaines à 1,35$ ou à 81 centimes. Mais globalement, il est resté relativement stable. Donc, la pool que j'ai trouvée à 15% d'intérêt sur Polygon, elle est sympathique. 15% d'intérêt, c'est quand même vachement mieux que les 1% qu'on a sur PancakeSwap en ce moment. Un autre indicateur qui est sympathique sur coindix.com, c'est la moyenne sur 7 jours. On peut voir la moyenne de l'intérêt sur 7 jours. Et si on clique dessus, on peut même la voir sur plus que 7 jours. C'est vraiment un outil incroyable. Coindix.com, à mettre dans vos favoris, c'est développé par des Français. Je reprends mon exemple. Imaginons que vous ayez de l'argent sur une blockchain en particulier et que vous avez trouvé des intérêts beaucoup plus intéressants, que vous avez envie de faire travailler votre argent ou de vous diversifier, de ne pas mettre tout votre argent sur une seule blockchain. Bref, peu importe la raison, que vous avez envie de passer d'une blockchain A à une blockchain B. Comment vous allez pouvoir faire pour faire ça? Alors, je vous dis tout de suite la réponse, on va utiliser des bridges. Si on veut rester sur la DeFi, on va aller voir les bridges un petit peu après. On n'est pas obligé de rester dans la DeFi pour bridger des cryptos. Binance, par exemple, ils prennent en compte certaines cryptos sur plusieurs blockchains. Je vais prendre l'exemple de l'USDC, de l'USDT, la plupart des stablecoins. Sur Binance, vous pouvez les retirer sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum. Éventuellement sur Tron, sur Polygon, bref, sur d'autres blockchains. Parfois, c'est assez rentable. Je sais que des fois,
quand vous voulez passer sur certaines blockchains, il y a des promotions, il y a des événements promotionnels et vous pouvez faire des retraits gratos. Pendant un moment aussi, pendant longtemps, le BUSD, on pouvait le retirer gratuitement sur Binance. Je crois que maintenant c'est passé à 50 centimes de frais. Je vais vous montrer comment on utilise la DeFi pour passer d'une blockchain A à une blockchain B. On va lancer quoi? Multichain, je crois que c'est le bridge le plus utilisé. Un des bridges les plus utilisés en tout cas. Sur Multichain, vous voyez, je peux envoyer des USDC de la BNB Chain à Ethereum. Parce que oui, les USDC sur la BNB Chain et sur Ethereum, ce n'est pas les mêmes. Si jamais j'ai des stablecoins sur PancakeSwap, sur Venus, et que d'un coup je me dis, oh, AAV c'est vraiment sympathique, j'aime bien l'équipe, j'aime bien le projet, il y a énormément de liquidités, ça a l'air relativement safe. Sur Avalanche, on peut avoir 2% d'intérêt sur des stablecoins, même un peu plus sur l'USDT, et en plus de ça, on a même des bonus en Avalanche. Bon, je sais qu'on peut avoir mieux sur la DeFi, blablabla, mais c'est un protocole assez safe. Imaginons que vous ayez envie d'aller sur AAV. Bah, vos USDT, vos BUSD, vos USDC là sur PancakeSwap, vous allez les retirer, vous allez les mettre sur votre MetaMask, mais vous n'allez pas pouvoir ensuite aller les déposer sur AAV. Va falloir les bridger encore une fois. Parce que PancakeSwap, c'est sur la Binance Smart Chain, AAV, c'est sur Avalanche. Je vais vous donner un exemple. On va pas passer d'Ethereum, on va pas passer à Ethereum, pardon, on va passer à Polygon. On peut envoyer des USDT sur vraiment beaucoup de blockchains, vous voyez. Il y en a même que je connais pas personnellement. Clover Parachain, Conflux, Caduceus. Il y en a, je connais de noms, mais que j'ai jamais utilisé, genre Conflux et Kava, mais Clover, je savais pas qu'ils avaient une blockchain. Gate, je savais pas qu'ils avaient une blockchain. Bref, il y en a plein. Allons vers Polygon. Si je veux envoyer 1000$, pourquoi pas, ça va me coûter 90 centimes de frais, à peu près 0,1%, on va arrondir. Alors, c'est 90 centimes fixes, hein. C'est-à-dire que si j'envoie 10 000, c'est 90 centimes, si j'envoie 100, c'est 90 centimes. Multichain va être ultra intéressant pour ceux qui ont beaucoup de fonds à bouger, parce que, voilà, si j'envoie 1 million d'USDT, 90 centimes de frais. Quand vous avez des très grosses quantités, par contre, ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais ça, c'est pas propre à Multichain, hein. C'est propre à tous les bridges. Faut qu'il y ait des liquidités de disponibles. Parce que comment ça fonctionne un bridge? C'est tout con en fait. Vous avez une pool de liquidités. Sur XY Finance, il n'y a pas beaucoup d'USDT, il y en a 1 million, mais c'est pour vous donner une idée. Ça fonctionne pareil sur tous les autres bridges. Et je vais vous montrer d'autres bridges après. Donc sur tous ces 1 million d'USDT, on peut voir où est-ce qu'ils sont répartis. On en a 318 000 sur la BNB Chain, on en a 100 000 sur Thundercore, 109 000 sur Chronos, 147 000 sur la blockchain de KuCoin, etc. etc. C'est réparti, c'est sympathique, il y en a pour tout le monde. Mais si vous avez des stablecoins sur la Binance Smart Chain, sur PancakeSwap, sur Venus, et que vous avez envie d'aller ailleurs, sur AAV, Polygon, voire Phantom. Phantom, ça va, c'est relativement pas trop difficile quand vous êtes débutant. Je suis pas hyper fan de la blockchain, mais ça va. Bifi Finance, bref, d'autres protocoles qui sont pas sur la BSC, ou en tout cas que vous avez envie d'utiliser avec une autre blockchain. Le bridge, il a des stablecoins un petit peu partout, donc vous allez les échanger, ces bridges. Vous avez des stablecoins sur la BNB Chain, et vous allez vouloir les envoyer sur Polygon. On va se fier aux chiffres qu'il y a sur XY Finance, c'est pas très grave s'ils sont pas hyper élevés, le principe est le même partout. Donc si vous avez 1000$ à échanger, vous allez rajouter 1000 USDT dans la BNB Chain ici, sur la pool de liquidité, et vous allez retirer c'est pas vous qui allez retirer manuellement, c'est XY Finance qui vont vous envoyer 999 USDT depuis Polygon et qui vont du coup sortir de la pool de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce mécanisme? C'est pas possible d'envoyer 200 000$ sur Polygon avec XY Finance. Ou alors, ça va se faire en plusieurs fois. On va devoir attendre qu'il y ait des nouvelles liquidités sur Polygon. Parce que si j'envoie 200 000$, pardon, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aimerais bien les avoir déjà, mais imaginons... Voilà, on fait un gros travail d'imagination, ça va pas être très dur, on a 200 000$ sur son portefeuille, on veut les envoyer de n'importe quelle blockchain à Polygon, on va du coup déposer 200 000$ sur le protocole, il va nous prendre X dollars de frais, et du coup il va nous ressortir un peu moins de 200 000$ parce que forcément il va se prendre des frais. Mais là c'est pas possible, il peut pas ressortir 200 000$, il y en a pas assez. Il y a deux cas de figure, soit vous êtes sur un bridge qui fait relativement mal les choses et qui va sortir tout ce qu'il vous peut et c'est tout. C'est genre vous aurez 107 000$ et puis voilà, tant pis pour vous, vous avez perdu 93 000$. Bon, évidemment, il y a peu de chances que vous acceptiez de faire cette transaction, de perdre littéralement 100 000$ en faisant ça. Et il y a d'autres bridges, alors je sais pas si XY Finance fait ça, je sais que Multichain en tout cas fait ça. Si vous avez vraiment des quantités monumentales à envoyer, vous n'allez pas pouvoir tout récupérer, mais vous allez quand même pouvoir faire la transaction. Là par exemple, il y a 0 quasiment USDT sur Polygon, littéralement
peux limite pas bridger vers cette blockchain. Ce qui va se passer si je veux envoyer, allez, autre gros effort d'imagination, 1 million d'USDT, putain, j'aimerais bien les avoir aussi. Vous allez rajouter 1 million de dollars sur la pool de liquidité sur la BNB Chain, et en échange sur Polygon, vous allez recevoir un token très particulier sur multi-chain. Je crois que ça s'appelle le ANY USDT. Et en fait, ce ANY USDT, il vaut rien. Vous n'êtes pas censé pouvoir l'échanger en dehors de multi-chain. En fait, sur multi-chain, vous pouvez donner vos ANY USDT pour récupérer des USDT qui sont dans une pool de liquidité. Alors, comme vous avez vos ANY USDT sur Polygon, vous allez pouvoir récupérer des USDT sur Polygon. Et voilà, quand il y aura par exemple 200 000 USDT de disponibles, hop, vous allez pouvoir sortir 200 000 USDT. Parce que vous allez donner 200 000 ANY USDT à Multichain, il va vous donner le reste en USDT. Je synthétise un petit peu, évidemment, hein, tout ça c'est relativement automatisé. Sur Multichain, c'est hyper con, 90 centimes de frais tout le temps. Mais là, sur Stargate, si j'envoie par exemple 100 $, vous voyez, il n'y a que 6 centimes de frais. C'est pas cher. En plus de ça, et ça, Multichain ne le fait pas, il y a d'autres bridges qui font ça. Quand vous allez envoyer des stablecoins sur Polygon, vous allez recevoir un petit peu de Matic. Donc, je pense que vous savez ça, hein, mais sur la DeFi, il y a des frais à chaque transaction. Sur la BNB Chain, ça se paye en BNB. Sur Polygon, ça se paye en Matic. Et du coup, si vous n'avez pas de Matic dans votre portefeuille, mais que vous avez des stablecoins, bah vos stablecoins ils peuvent pas bouger, vous pouvez rien en faire. Les transactions ne sont pas gratuites sur la DeFi. Et ça c'est vraiment cool de la part de Stargate. Il y a aussi C-Bridge qui fait ça, peut-être Connext, mais je suis pas sûr. Bref, je sais qu'il y a d'autres bridges encore qui font ça. Alors là c'est vraiment une quantité très faible de Matic, donc ce que je vous conseille de faire avec ça, c'est de tout de suite prendre, j'en sais rien, 1 ou 2 $, vous n'avez pas besoin d'échanger plus, de 1 ou 2 USDT du coup, et de les convertir en Matic, histoire d'avoir de quoi payer des transactions. 1 $, je pense que c'est largement suffisant pour en passer pas mal. Je vais vous passer le dernier bridge qui est très intéressant, c'est transferto.xyz, et en fait c'est un agrégateur de bridge. Un agrégateur, c'est un outil qui vous permet de trouver entre guillemets le meilleur chemin possible. Donc on utilise déjà ce terme pour réserver un billet d'avion par exemple. Vous avez ou une chambre d'hôtel, vous avez des agrégateurs qui vont vous trouver, qui vont voir en fait que le prix d'une chambre d'hôtel est sur plusieurs sites, mais que sur ce site-là c'est moins cher. Bah là c'est pareil en fait. Il y a plein de bridges qui existent pour passer des cryptos d'une blockchain à une autre. Je vous ai montré Multichain, je vous ai montré XY Finance. Il y en a plein. Sincèrement, on pourrait en faire encore plein d'autres. Et c'est cool de pouvoir filtrer un petit peu. Alors attention, hein, c'est sympathique comme outil Transferto, mais c'est encore en développement. Parfois, vous pouvez avoir des résultats pas satisfaisants du tout. Je pense qu'on aura l'occasion de trouver des exemples. Et il connaît pas tous les bridges non plus. Alors, il va utiliser tous les bridges officiels de Arbitrum, Avalanche, Polygon et Optimism. Et en plus de ça, il va utiliser ces bridges, Multichain, Hyphen, tiens, je m'attendais pas à ce qu'il utilise Hyphen, mais on l'a vu, Hop et Connext. Par contre, il n'utilise pas Stargate Finance, c'est dommage. Rango Exchange, bah je connais pas, mais voilà, Rango Exchange, potentiellement un autre agrégateur de bridge. Vous pouvez vous amuser à les comparer entre eux. Et ce qui est bien aussi avec transferto.xyz, c'est que vous pouvez swapper de crypto. Vous pouvez passer d'USDT sur Polygon à l'USDC par exemple, l'USDT sur la BSC à de l'USDC, voire du Matic, voire ce que vous voulez sur Polygon. Si votre crypto n'est pas là, vous pouvez ajouter une adresse manuellement. Il me semblait qu'on pouvait avant en tout cas. Alors le meilleur résultat qu'il m'a trouvé, visiblement ça a l'air d'être ça, il peut me récupérer 998 USDC. Parfois quand on cherche dans les autres routes qu'il fait, il y en a avec des meilleurs résultats mais qui coûtent un peu plus cher en frais. Ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est vraiment le meilleur truc qu'il m'a trouvé. On perd 2 $. C'est même un petit peu tout pour les bridges pour aujourd'hui. J'espère que j'ai bien expliqué le sujet. Bon, il y a beaucoup de monde qui sont partis du live depuis, c'est la vie, hein. J'espère quand même que ça vous a, que ça vous a appris des choses, que ça n'a pas été un sujet trop complexe, que je l'ai assez bien abordé. J'ai une question sur des DEX. On voit de plus en plus des assets proposés en 2 versions multi-chain nomades. Tu peux nous expliquer? Par exemple, sur Avalanche, tu as 2 USDC, tu as 2 USDT. Tu as peut-être 2 DAI aussi. Sur d'autres blockchains aussi, tu as 2 stablecoins. C'est parce que c'est un petit peu des trous de balles. Pour prendre l'exemple d'Avalanche, à l'origine, il y avait un USDC et un USDT sur ces blockchains. C'était
pas l'officiel, mais c'était des USDC, des USDT bridgés, entre guillemets, qui étaient amenés grâce à un bridge. Et tu peux pas juste modifier l'USDC qui existait déjà, en fait. Tu es obligé d'importer un nouvel USDC, et on se retrouve avec 2 USDC, 2 USDT, c'est n'importe quoi. Il y a ça aussi sur Polygon, je crois. Il y a ça sur pas mal de blockchains, je comprends pas trop l'intérêt de faire ça. Pour moi, ça va plus rajouter plus de risques qu'autre chose, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Que vous ayez un USDC A et un USDC B, c'est la même chose qu'avoir un USDC et un USDT. C'est 2 stablecoins séparés en fait. Ils évoluent tous les deux de leur côté. Alors même si ils tendent vers $1, des fois il y a des écarts entre eux. Donc entre 2 USDC sur la même blockchain, il y a un écart. Ce que j'aime pas trop, c'est ceux qui ont l'air pas du tout officiels ou ceux qui étaient pas là au début. Par exemple sur Phantom, j'avais cité le FUSDT et lui, ça a beau être pas un stablecoin qui est émis par Tether directement, ça reste l'USDT qui est utilisé partout sur Phantom parce qu'il était là dès le début, parce que les gens ont l'habitude de l'utiliser. Sur Polygon, il y a ça. Vous voyez, on a le USDC et le OUSDC. Et ça, c'est des USDC qui sont sur un bridge, sur le bridge de Orbit. Et voilà, du coup, c'est un autre USDC à part entière. Il y a la même avec l'USDT et le DAI. Enfin, moi, je suis pas fan de ça. Par exemple, j'irais pas mettre des stablecoins sur ça, tout simplement. Bon, le rendement a pas l'air intéressant, 2%. Mais quand ça venait d'être lancé, il y avait genre 30-40% d'intérêt, si c'est pas plus au tout début. Et c'est resté pendant pas mal de temps des intérêts à 2 chiffres. Donc voilà, ça peut être attractif, mais je suis pas fan du principe. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il est remonté à 4 centimes. Alors, pour ceux qui ont vraiment rien suivi, l'UST c'était un stablecoin du coup qui suivait une valeur de $1, il s'est pété la gueule, il est tombé à moins de 1 centime, à plus rien. Pour moi c'était redevenu un stablecoin parce qu'il était très proche de $0 et il avait l'air de rester à $0. Mais voilà, vous voyez, il était resté à moins d'1 centime, c'était cool. Bon, je suis d'accord avec 0xFlow, pour moi c'est impossible qu'il repègue, mais pourquoi des gens s'amusent à le pump à 4 centimes? Faut pas se poser de questions. Je pense que c'est juste du pump and dump, mais je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose en particulier qui aurait pu le faire pump, si jamais vous avez vu un truc passer dessus. Mais la semaine dernière, de toute façon, j'avais parlé de pump and dump, il y a la rediff encore une fois sur YouTube, hein, et j'avais vu quoi, le SRN? Et putain, je suis un pro des transitions, vous allez comprendre. J'avais parlé du SRN, c'était vraiment un pur pump and dump. Voilà, le truc il est monté très fort. Il a même refait un pump un petit peu après, mais c'est voilà, là il repart vers les abysses parce que c'est un projet mort. C'est, je sais pas si c'était un vrai scam ou quoi, mais en tout cas, les informations qu'on a dessus, elles sont pas très positives et l'équipe n'est plus active depuis des années. Donc voilà, Sirin Labs, poubelle. Par contre, Sirin Labs, ça servait à quoi? Enfin, c'était quoi l'idée derrière ce projet? C'était de créer un smartphone pour la blockchain. Et sincèrement, je trouve l'idée pas incroyable. Mais, j'ai vu un article, HTC lance le Desire 22 Pro, un smartphone optimisé pour le métaverse, les crypto-monnaies et les NFT. En gros, c'est un téléphone avec une ledger dedans, je crois. Globalement, c'est ça. En tout cas, c'était ce que voulait faire Sirin Labs. Alors je sais pas si Sirin Labs c'était un scam ou quoi, mais là, HTC, c'est un constructeur de téléphone qui est déjà sur le marché. Si vous me regardez même peut-être sur un HTC, sur 200 personnes, il y a moyen qu'il y ait une personne. En vrai, c'est pas impossible. Enfin, c'est dingue. Donc j'ai vu ça sur Cryptost. J'ai pas été lire l'article en profondeur, mais je trouve ça ouf. Donc comme prévu, le HTC a dévoilé le premier smartphone taillé pour le métaverse lors d'une conférence 27 juin 2022. Je sais pas s'ils ont poussé une date de sortie ou quoi, ou à peu près. Ah, on a un prix déjà. Le smartphone sera disponible en France au prix de 449 €. Alors, je connais pas ses caractéristiques, elles sont juste au-dessus. Je suis pas un expert en smartphone. On a quoi? Un Snapdragon 695, j'aime bien ces processeurs-là. Un écran à 120 Hz, c'est bien, quand on regarde des vidéos c'est fluide. 128 Go de stockage, 8 Go de RAM. Est-ce qu'il y a vraiment un wallet, un hardware wallet dedans, comme voulait faire Sirin Labs? Si c'est le cas, ça pourrait justifier à peu près son prix, 449 €. Mais si c'est pas le cas, si vous avez genre un MetaMask dedans, si vous avez un software wallet, pardon, pour moi le prix n'est pas justifié. Sincèrement, à voir ce qu'il y a dans le téléphone, je sais pas si son écran sera 4K ou quoi, je suis pas un expert. Mais pour moi, 450 € pour cette config, c'est un petit peu cher. Peut-être qu'à l'avenir, si les cryptos deviennent vraiment très mainstream et tout, la plupart des téléphones en fait auront un wallet natif
Et en soi, je pense pas que ce soit une si mauvaise idée, hein. On commence à avoir des navigateurs qui font ça, Brave, Opera, peut-être d'autres, mais je connais Brave et Opera. L'idée, c'est d'avoir un phone pour le quotidien et un phone avec les apps bancaires plus crypto planqués chez soi. Ça peut être bien, ça aussi, d'avoir un téléphone, un appareil en fait dédié aux crypto. Ça, je crois que je l'ai déjà conseillé dans une vidéo, mais bon, si je l'ai pas fait, je le ferai dans d'autres vidéos, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si vous pouvez vous permettre d'avoir un appareil dédié à vos cryptos, c'est un peu plus safe. Parce que là, par exemple, je suis sur Internet, à tout moment, je peux choper un malware sur quelque chose qui n'a pas de rapport avec les cryptos. Et c'est peut-être un malware qui va aller chercher ma clé privée sur mon ordinateur si elle y est. Et, bref, on va pas rentrer en détail, mais voilà, avoir un appareil dédié à l'utilisation de ces cryptos, c'est vrai que c'est un plus en termes de sécurité. Mais bon, c'est pas non plus une nécessité, mais c'est vraiment un plus, on est d'accord. Ethereum interopérable, là, c'est quand on va passer d'Ethereum 2.0 à Ethereum 3.0, vous voyez. C'est vraiment... on n'y est pas encore à l'interopérabilité. Je pense vraiment qu'on sera beaucoup plus avancé quand on sera au cycle de 2024. Et c'est perso, mais moi, c'est déjà une piste sur laquelle je vais m'intéresser pour le prochain Bull Run, voir un petit peu tout ce qui est interopérabilité. Parce que l'interopérabilité, pour vous donner un exemple un petit peu concret, c'est ce que je vous avais dit au début de la partie sur les bridges. Si vous avez des stablecoins sur la BSC par exemple, vous pouvez les mettre sur Venus, mais vous ne pouvez pas les mettre sur AAV, parce que AAV, c'est pas sur la BSC. Avec des blockchains interopérables, vos stablecoins, vous pouvez les mettre sur Venus, sur AAV, bref, où vous voulez, puisque les blockchains sont interopérables. Bon, c'est dans la théorie, hein, vraiment, j'imagine qu'il y a des nuances derrière tout ça, et je sais pas si c'est facilement réalisable, parce qu'il faut que une crypto soit exactement la même partout. Sincèrement, j'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, donc j'ai pas trop envie de me lancer sur le sujet, j'ai peur de dire des bêtises. Mais voilà, globalement dans l'idée c'est ça en fait, un monde interopérable. Bah ce serait hyper pratique en fait, parce que là on a des frais pour passer d'une blockchain à une autre. Bon, dans de rares cas, grâce aux agrégateurs qu'on a montrés, parfois on peut récupérer plus que ce qu'on a envoyé. Mais c'est parce que dans le lot, on va utiliser des trucs comme OneInch qui vont faire de l'arbitrage. Bref, je rentre pas en détail, mais voilà. Quand on utilise un bridge, on est censé avoir des frais et l'interopérabilité, ça tuerait ça en fait. Ça tuerait les bridges. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un YouTuber, alors je le connais pas trop, mais sincèrement, il a une tête sympathique. Ce YouTuber a fait des tutoriels sur Ledger. Bon, c'est moi évidemment, hein, pas trop de suspense. Pourquoi il n'y a pas de numéro 3 ? Parce que le numéro 3, c'était sur la blockchain Terra et... Voilà, j'ai passé la vidéo en privé, hein. Plus trop d'intérêt d'aller sur Terra. Je pensais avoir le temps de parler un petit peu des assurances, mais j'ai l'impression que ce serait un petit peu de trop, ça ralentirait un petit peu le live pour rien. On en parlera la semaine prochaine des assurances, parce que je suis sûr que d'ici là, on aura encore quelques informations en plus. Donc c'est pas plus mal qu'on reporte le sujet des assurances. Merci à tous d'être restés, j'espère que ce live vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, ou au moins que vous avez passé un bon moment. Bonne soirée à tous. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter d'autre ? Bah, un très bon 14 juillet à vous, je prends de l'avance. Joyeux Noël. J'aime bien faire cette blague de souhaiter une fête beaucoup en avance. Écoutez, chacun ses blagues. Bonne soirée à tous.